Bonjour, bienvenue à cette conversation À quoi on rêve. Aujourd'hui, c'est bien spécial parce que je suis dans un couvent à Baie-Saint-Paul et c'est un endroit qui est comme magique. C'est un endroit qui, pour moi, a une espèce d'énergie spéciale. Puis ça tombe bien parce que c'est un endroit, moi, quand j'ai besoin de me ressourcer, Baie-Saint-Paul, puis cet endroit-là, j'aime ça venir. Puis aujourd'hui, on va parler de créativité. Puis je pense que la créativité, ben, elle gagne à être stimulée par des changements de décor, comme j'ai fait cette semaine. Alors, à quoi on rêve? Cette semaine, on a une invitée qui s'appelle Marie Amiot. Salut Marie. Bonjour Magali, ça va bien? Est-ce que je dois t'appeler Sœur Magali? Non, pas encore. Pardon? Est-ce que je dois t'appeler Sœur Magali? Non, en fait, c'est un couvent, un ancien couvent qui a été converti. Ça, c'est la maison mère à Baie-Saint-Paul. Puis c'est un endroit où on peut faire des retraites, soit individuelles ou collectives, mais il y a comme tous les meubles puis les artefacts encore, donc on sent vraiment la vibe, tu sais, du couvent. C'est vraiment spécial. Parfait. Donc, je te présente en bref, Marie. Donc, tu es une bébête particulière, hein, parce qu'au départ, formation en droit, tu as pratiqué comme avocate pour finalement, après ça, tu as fait un MBA marketing, puis tu as bifurqué et tu es tombé la face et le corps entier dans la créativité. Complètement. Et tu as été, et non le moindre, c'est une des raisons, c'est la raison d'ailleurs, comment ça se fait qu'on se connaît, tu as cofondé La Factory, qui est une école de créativité. Absolument. Fait que j'aimerais ça. On a Nathalie McLaughlin qu'on connaît toutes les deux. Parmi tant d'autres, on se disait que justement, on vient de se rendre compte qu'on a plein d'amis en commun. Bonjour Nathalie, merci d'être présente. Je suis contente que tu sois là. Moi, ça me fascine toujours de voir que les gens avec qui on a des atomes crochus ont des atomes crochus avec les. Tu sais, il y a comme une espèce de réseau. Oui, les 6 degrés de séparation sont validés ici. Marie, peut-être en partant, puisque c'est quand même un élément important dans ton parcours, veux-tu nous expliquer en bref, c'est quoi La Factory que tu as cofondée? Oui, en fait, bien simplement, c'est une école un peu hors norme où on enseigne la créativité, on enseigne les soft skills. Tu sais, à l'école, habituellement, on dit souvent les écoles plus traditionnelles, c'est les lieux du savoir et des connaissances. Donc, ils enseignent le savoir. Quand on arrive sur le marché du travail, on est beaucoup dans le savoir-faire. Il faut être efficace, il faut être productif et tout ça. Mais il y a tout un pan du savoir-être qui est hyper important, qui fait que tout ça tient ensemble. Puis c'est peu enseigné. Hein, c'est peu enseigné dans les écoles traditionnelles, c'est peut-être moins leur mission. Puis on tombe dans le milieu du travail, puis c'est beaucoup déjà en mode opération, en mode efficacité. Alors, simplement, La Factory, nous, on a décidé de se dédier à développer les compétences créatives des gens, donc développer les soft skills. Puis là, on va parler de créativité, là, fait qu'on va en parler un peu plus, mais c'est essentiellement ça. C'est un lieu où on entraîne notre muscle créatif. On va en parler tantôt parce qu'effectivement, il y a une question d'entraîner, puis moi, j'ai dit tantôt nourrir cette bête. Absolument, absolument. Puis, tu sais que, je sais pas si tu le sais, mais il y a toujours des questions brise-glace, puis c'est toujours les mêmes. Donc, je te passe dans la moulinette du brise-glace. Parfait. Y a-t-il un livre ou y a-t-il un livre qui pourrait ne jamais quitter ta table de chevet? Écoute, ce qui me vient rapidement, puis tu seras pas impressionné, c'est pas un grand livre, un classique et tout ça. Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est Ensemble, c'est tout. Ouais. Ensemble, c'est tout. Puis je te dirais que c'est des livres que j'adore. J'adore lire sur l'amitié. Puis Ensemble, c'est tout. C'est quoi? Ben, c'est un livre où des personnages finalement un peu foqués ou un peu dysfonctionnels individuellement, quand ils sont ensemble, deviennent hyper puissants. Fait que c'est ça. Moi, ce genre de lecture-là, puis ça, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un roman. Même le titre, Ensemble, c'est tout, je trouve très révélateur. Ça se peut-tu aussi qu'en plus, moi, je sais pas, je me le feeling qu'en ce moment, là, un titre comme ça dans notre vie, là, sociétalement, là, c'est dans le ensemble qu'on va être capable de... C'est vrai, probablement qu'inconsciemment, quand tu m'as posé la question, il y a tout ce qu'on vit en ce moment où on réalise combien on est tissé et attaché aux autres, on ne fonctionne pas tout seul. Fait que, un titre dans l'air du temps aussi. Bon, en tout cas, belle lecture pour l'été, ceux qui ne l'ont pas lu. Deuxième question, c'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé quand tu étais enfant? Moi, je faisais beaucoup de musique quand j'étais petite. Hein. Je faisais du piano. Je n'avais pas talent hors norme, là, exceptionnel, mais j'étais quand même assez
ça faisait partie de ma vie. On faisait beaucoup de musique chez moi. Alors, moi, j'aurais beaucoup aimé être pianiste, accompagnatrice, en fait. Puis je voulais pas être la vedette sur le stage. Je voulais être celle, je voulais être un peu la mégo de Céline Dion, je te dirais, là, être celle qui porte les grandes vedettes. Ouais, je voulais faire ça. Puis finalement, tu sais, des fois, on perd notre focus, on perd notre motivation, on s'égare un peu. Toi, c'est quoi ta stratégie ou ton truc personnel pour te ramener quand tu as besoin de te ramener? Écoute, c'est jouer dehors. Jouer dehors, puis c'est drôle, on en parlait tout à l'heure. Moi, je dis souvent en joke que j'ai été une plante dans une ancienne vie, là. Pour moi, vraiment, aller prendre de l'air, aller jouer dehors et tout ça. Il y a un truc, quand je suis en ville, en fait, il y a un truc un peu, je te divulgue ça a l'air un peu fou, mais quand ça va pas, je vais souvent prendre des marches et moi, dans mes routines, c'est niaiseux, là, mais j'allais toujours acheter l'itinéraire. C'est toujours comme quand je suis très, très en ville, c'est des belles rencontres. C'est un magazine qui te remet quand tu penses que tu as des gros problèmes, puis tu rencontres les gens qui tu connais l'itinéraire. Tout à fait. Fait que, petit clin d'œil, mais ça, c'est quand je suis en ville, là, une marche en ville, puis acheter l'itinéraire, ça me remet sur mon... Bonne stratégie. Mes affaires. Bonjour, il y a Jeanne Ménez qui s'est joint à nous. J'en profite, là, je ne le dis pas tout le temps, mais tous ceux qui sont là, qui écoutent, vous avez des questions, des commentaires, des trucs à ajouter, je surveille, j'ai un œil sans arrêt sur vos commentaires, donc je les pas. Donc, on va plonger directement dans ton rêve, Marie. Toi, tu rêves que la créativité, ça soit le moteur de notre réinvention. Oui, puis même, je te dis, après avoir publié le titre, j'avais comme le goût de changer le titre. J'avais comme le goût de dire, moi, je rêve, ouais, mais moi, je rêve que ce soit les créatifs qui mènent le monde. C'est fou, hein, mais tu sais, on est tellement dirigé selon des standards financiers, de production, de politique. Et si on se disait, on tasse tout ça pendant quelques mois et on met des créatifs à diriger nos entreprises, diriger nos gouvernements, on aurait un monde complètement différent. Mettons, là, on spécule, OK? Alors, évidemment, là, on ne dit pas qu'on a la grande vérité, mais selon toi, si on confiait le monde aux créatifs, là, comme tu viens de dire, les gouvernements, les entreprises, tout ça, qu'est-ce que ça te permettrait? Qu'est-ce que ça changerait? C'est quoi la différence entre un créatif et un autre? Là, ben, en fait, j'ai peut-être le goût au départ de dire qu'est-ce que c'est pour moi la créativité. Très bonne idée. Très bonne idée. Parce que créatif, c'est pas... Faut pas confondre créativité nécessairement avec l'art. Souvent, on dit « moi, je suis pas créatif, je sais pas dessiner. » là. Pour moi, créativité, c'est pas ça du tout. Créativité, c'est vraiment... c'est assez simple, dans le fond. C'est la capacité à se lancer dans le vide. Hein, c'est embrasser l'inconnu. En anglais, ils disent the ability to embrace the unknown, que j'aime beaucoup. Fait que c'est juste cette posture-là dans ta tête de dire je suis capable de voir les choses différemment, je suis capable d'essayer des choses qui sont pas tracées d'avance, je suis capable de faire des liens entre des idées. Fait que pour moi, c'est ça, être créatif. Tu sais. Puis les gens qui ont cette capacité-là ont tellement de capacité à s'élever au-dessus de la mêlée, puis s'élever au-dessus des contraintes. Des contraintes. Puis on a un monde qui fonctionne beaucoup par les standards, les ratios de performance. Juste, moi, je fais beaucoup de demandes de financement pour mon entreprise qui est une OBNL. Et on nous dit tout le temps, on veut des business innovantes, mais il faut remplir les formulaires qui existent depuis 10 ans. Fait, là, je divague un peu, mais pour moi, être créatif, c'est avoir cette capacité-là à s'élever au-dessus de mais moi, j'entends capacité d'inventer dans ce que tu dis aussi. Pardon? Capacité d'inventer. Capacité d'inventer, capacité de voir les choses différemment, de s'ouvrir à d'autres idées. Fait que, clairement, si on confiait le monde à des créatifs, à des têtes créatives, tant qu'à moi, on serait 100 fois plus capable de régler des problématiques que de le confier à des gens qui sont pris souvent avec des ratios, des façons de faire, des best practices, des ça qui sont finalement tu sais, les best practices, ça, c'est le reflet du passé. Puis, si tu veux regarder devant, il faut que tu sois capable de te détacher de toutes les boulets, de toutes les contraintes que tu traînes.
Je prends une seconde pour lire le commentaire de Nestrine. Bonjour Nestrine, merci d'être là. Bon, alors Nestrine, elle empiète et elle dit, dis-moi, je rêve que personne ne rêve de mener le monde. Ah, j'adore ça, j'adore ça. En fait, il y a quelque chose de trippant là-dedans parce que écoute, c'est un autre territoire, là, j'ai pas réfléchi à ça, mais tu sais, les créatifs ont cette capacité-là à regarder en dehors d'eux. Fait que c'est un peu ça, je sais pas si je rejoins le commentaire, mais regarder en dehors d'eux, c'est dire, hey, on a telle problématique, il y a telle chose qui existe, allons dans cette direction-là, en dehors des règles établies. Là. Je suis un peu rebelle, dans le fond. Je pense que les règles établies me bloquent un peu. Ouais. Mais moi, je gage que, imaginons qu'on constituerait un comité consultatif de créatifs pour proposer des solutions pour notre avenir. Moi, je gage que ces créatifs-là nous proposeraient une co-création. Et donc, dans les processus de créativité, normalement, c'est inclusif avec les morceaux ou les éléments qui font partie de la... Absolument. La créativité se nourrit du mélange, se nourrit de la disruption, se nourrit du risque. Alors, clairement, diriger de façon créative, ça se fait pas tout seul. De toute façon, les problèmes qu'on a en ce moment sont trop grands pour être... ça a l'air un peu cliché, mais sont trop grands pour être résolus seuls. Fait que, oui, création puis co-création, ça va. D'ailleurs, là, sans aucune prétention, là, l'intention de base là, des conversations avec mon rêve, c'était justement de donner la parole à différentes personnes en me disant, ouvrons les horizons sur les rêves. Tu sais, tant qu'à construire quelque chose, ce serait le fun qu'on entende les différents rêves. Absolument. Puis, tu sais, quand tu regardes toutes les grandes choses qui ont été faites dans le monde, là, sincèrement, ce sont tous des gens qui ont eu cette capacité-là créative à dire, tu sais, moi, il y a des beaux exemples que j'adore, des fermes urbaines. Il y a quelqu'un à un moment donné qui s'est dit, à contre-intuitif, mais on va mettre une ferme sur un toit de building en plein centre-ville. Il y a 1 million d'exemples comme ça, là, de refaire. En tout cas, je te laisse. Oui, je te dis pas sur ce que tu dis avec le commentaire d'Émilie Villon. Elle dit, les gestionnaires ne laissent pas toujours les créatifs s'exprimer parce qu'ils sortent du cadre. Puis avec l'exemple dont tu parles, les cultiver sur des toits, ou je pense aux abeilles, il y a des ruches sur certains toits de building à Montréal. Quand cette idée-là a dû arriver sur la table, il a fallu que les gens poussent les règles, j'imagine, pour que ça se passe. C'est sûr. Tu sais, Magali, souvent à la factory, on dit les ingrédients de la créativité. Un de ceux-là, c'est avoir les mêmes mots. Tu sais, quand tu tiens une idée qui est tripante, une idée qui est nouvelle, là, oui, il y a un petit trémolo dans le ventre. Effectivement, le premier qui a dit on fait une ferme sur un toit, le premier qui a dit on fait une voiture électrique. Ça ne pas fait en claquant des doigts. Non, puis c'est sûr qu'il faut que tu sois capable d'aller dans cette zone-là, de dire on risque, puis on a la petite sueur froide qui coule. Nathalie nous dit que son défi à elle, c'est d'amener les entrepreneurs à vouloir changer le monde, puis accepter de modifier leur façon de faire pour y arriver. Puis je vais plus loin, là, c'est pas Nathalie qui dit ça, mais je me dis, c'est vrai qu'en ce moment, on a le choix de revenir à le plus pareil comme avant possible, puis je pense qu'il y en a qui c'est ça qu'ils souhaitent, ou on a le choix de dire, tant qu'à remettre sur pied ou relancer, pourquoi pas faire autrement, aller vers un genre de mieux, tu sais. Ouais, mais tu sais, souvent, prendre un risque, c'est plus sécurisant d'aller dans des chemins connus que de se lancer. Hein? Puis clairement, être créatif, c'est avoir cette capacité-là à se lancer. Quand tout va bien, que tout est confortable, on a moins le réflexe de se pousser en dehors des sentiers battus puis de se faire violence un peu, tu sais, puis de prendre un risque puis d'avoir peur de se planter et tout ça. Je pense que le contexte actuel, puis c'est plate qu'il faille aller là, mais le contexte actuel, c'est fou combien ça a accéléré des choses comme le télétravail, les consultations médicales en ligne. Il y a plein de choses, dans le fond, qui étaient inconcevables il y a quelques mois, parce que les humains ou la machine n'auraient pas cassé ça. Mais là, ça s'est cassé. On a été forcés à casser ça. Puis c'est fou comment ça fait une grande place à la créativité malgré tout. Tu sais. Le principal frein de la créativité, c'est souvent
c'est ce qu'on disait tantôt, tu sais, c'est des façons de faire qui sont confortables ou qui sont connues, ne serait-ce que connues, et l'effort à faire pour se lancer dans le vide, tu sais. Mais là, quand la base tient plus, ben on est forcé à se lancer dans le vide. Puis voilà, il y a plein de choses. Mais dans le fond, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. Tu sais, on vient se prouver, là, comme socialement puis mondialement, qu'on était capable de s'adapter. Tu sais. Je pense juste à toute la notion du commerce en ligne, tu sais, au Québec, ça fait longtemps qu'on entendait parler, qu'on était en retard. Mais là, tu sais, à un moment donné, on était comme, il y a du monde qui sont obligés de se revirer de bord. Puis, absolument. Moi, je pense que c'est comme Lucie Dubé nous écrit, elle dit que la crise actuelle est une belle opportunité pour la favoriser, cette créativité-là. Puis là, on a une preuve. En 12 semaines, les gens se sont adaptés. On a réussi à devenir des travailleurs autonomes avec des enfants qui faisaient des choses à la maison. On a trouvé des façons de rester en contact. Donc, on a une preuve de notre capacité. Ouais. Je te dirais même que, puis Nathalie, je connais Nathalie qui est en ressources humaines, qui est excellente d'ailleurs, qui a toujours poussé pour amener les entreprises à avoir une grande vision. Je suis quand même certaine qu'il y a une opportunité pour les gens d'ARH en ce moment de dire, de refaire les choses complètement différentes. Puis, j'ajouterais à ce que tu disais, je pense même que les entreprises qui vont le mieux s'en sortir et les individus qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui ont cette capacité-là à être créatifs. Puis c'est un peu drôle parce qu'il y a 5 ans, quand on a parti la factory, sérieux, Magali, quand j'allais dans des événements d'affaires, puis les gens me disaient, pendant des cocktails, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis je disais, j'ai cofondé une école de créativité. Les gens me souriaient gentiment et fuyaient parce qu'on avait l'air des espèces de fous de partir d'une école de créativité, tu sais. Et maintenant, il y a à peu près personne sur la planète qui n'a pas compris combien cette capacité-là à se relever, à se transformer, c'est le meilleur atout. C'est ceux qui vont se trouver des jobs dans les prochains mois, les compagnies ils doivent avoir cet ingrédient-là créatif. Moi, j'en suis convaincue, tu me vois, je suis passionnée, j'en suis pas. D'ailleurs, on le sait, là, il y a un paquet de monde qui ont fait des études et des prévisions sur c'est quoi ce que ça va prendre dans l'avenir pour être bon puis se déployer dans le futur de notre économie. Donc, je parle juste de l'aspect financier, professionnel, puis clairement que la créativité et toutes les soft skills dont tu parlais en font partie. Donc, il y a ça des faits d'études là, depuis les dernières années où de quoi avons-nous besoin dans les entreprises, de quoi avons-nous besoin, en tout cas sur le marché de l'emploi, créativité, pensée critique, collaboration, communication, résolution de problèmes, jugement critique. Fait que les soft skills dont on parlait tout à l'heure, c'est de ça. Puis, plus vite on va mettre dans les mains de créatifs nos entreprises, nos grands projets, notre société, mieux ça va aller, à mon avis. Là, tu m'amènes, j'ai 2 questions dans ma tête, là, je me bats sur laquelle des deux, mais on parle des créatifs en ce moment comme si c'était un groupe à part. Est-ce qu'on a tous le potentiel d'être un créatif ou une créative? Ah oui, moi, clairement, je suis convaincue, on a tous cette capacité-là. Puis, je fais une analogie, tu vois, avec la musique. Dans le fond, on a tous une capacité à faire de la musique aussi. C'est sûr que tu as des gens qui ont l'audition absolue, qui ont un talent hors norme, puis tu as des gens qui sont complètement off-beat puis qui n'ont pas d'oreille. Mais la moyenne des ours est capable de faire de la musique, d'avoir de la musicalité. OK? Mais la moyenne des ours, la grande majorité des gens ont une énorme capacité à être créatifs. Puis, on est créatif, j'en suis convaincue aussi. Tu sais, c'est l'exception qui est hors norme d'un bord et comme de l'autre, mais on est créatif. Puis, si tu vas dans une école primaire, dans une garderie, c'est fou la capacité des jeunes de s'imaginer plein de choses. Ils peuvent s'imaginer, eux, qu'on peut nettoyer l'océan avec un truc. T'sais, ils peuvent s'imaginer qu'on fait planter des plantes un peu partout. Il y a pas cette espèce de oui, mais on peut pas. Oui, moins de contraintes mentales aussi. Ouais. Fait que, tu sais, on est avec ça, à mon avis. Puis, au fil de la vie, on les contraintes, les défis, les cadres, les règles, nanana. Là, tu vois encore un peu la délinquante en moi, mais tout ça vient contraindre la créativité. On est toutes capables de. Puis la bonne nouvelle, c'est quand on fait éclore ça, quand on joue à ça, c'est tripant, c'est grisant, puis on en veut plus. Hein.
Nous, on le voit des fois, il y a des gens qui viennent faire des formations chez nous puis disent « Ah, moi, je suis pas créatif, je suis un banquier, ça. » Puis, écoute, ça prend pas long qu'ils y ont goûté, ils se lancent, puis quand ça marche, c'est hyper grisant, on en veut plus. Fait que, je fais un lien avec tout ce que tu viens de dire là, tu sais, les règles, tout ça. En fait, là où je m'en vais, c'est la notion de, tu sais, on voudrait que les organisations, les milieux de travail professionnels, tous les milieux de travail, puissent la favoriser, cette créativité-là. Mais il y a des choses qui l'étouffent. Il y a des choses qui sont, comme entre autres, quand il y a trop de contraintes, trop de processus, trop de règles. Alors, à l'inverse, là, toi, Marie, ton point de vue, c'est quoi qui... Tu sais, mettons qu'on a le goût d'en mettre plus, qu'on a le goût de faire des petits changements dans nos organisations, dans nos équipes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour comme... Ben, moi, je te dirais, tu sais, parce que des règles, des processus, des procédés de travail, ça en prend, là. C'est sûr. C'est pas la liberté, tu sais, ça prend des règles et tout ça. Mais je pense que si j'ai une baguette magique, il y a une chose que je changerais dans les entreprises, et c'est le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est comme le premier d'une série, comme d'un domino, là. Tu sais, si tu te donnes pas le droit à l'erreur, si tu donnes pas le droit à l'erreur à tes employés, si tu n'as jamais le droit à l'erreur, ben, tu as tellement, avant d'oser, ça te prend des buffers autour. Tu sais, alors que si tu donnes droit à l'erreur et que il y a même une entreprise dans laquelle j'ai été à un moment donné, bon, c'est une agence, mais on célébrait, bon, c'est une agence de com, tu vas me dire, oui, eux autres, c'est tout le temps, mais c'était quand même assez magique parce qu'une fois par année, on faisait une grosse célébration qu'on appelait les Moran Awards. Et c'était la célébration suprême des pires conneries de l'année. Et personne n'était à l'abri d'être sur le stage, OK? C'était les pires conneries des courriels envoyés aux clients que tu voulais envoyer à l'équipe, des factures qui n'ont pas d'allure, des comptes de restaurants qui n'ont pas de bon sens, des gens qui ont manqué leur avion. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment de tout. C'était même déjanté, sauf que c'était tellement tripant parce que on se donnait le droit comme équipe de dire « OK, on a tous fait des gaffes, mais on bâtit là-dessus. » Tu sais. Fait que moi, ça, c'est une des choses... c'est ça. Dans ce que il y a quelque chose que j'entends en arrière-plan de ce que tu me parles, c'est toute la notion de se donner la permission, de faire le deuil de certaines affaires. Tu sais, le deuil d'avoir l'affaire parfaite tout de suite, le deuil d'une garantie de résultat. Puis, fait que ça, c'est pas c'est des choses qui, oui, peuvent être favorisées par l'organisation puis l'entourage, mais c'est des choses aussi qui partent de l'intérieur des individus. Hein? Je sais pas ce que tu en penses, là. Oui, puis il y a comme, j'ai le goût de faire le lien avec ce que tu disais tantôt sur la co-création. C'est certain que si quelqu'un porte tout seul l'odieux d'une erreur sur un projet, là, c'est lourd en tabarouette. Fait que, tu sais, probablement, mon premier coup de baguette magique, ça serait de se donner le droit à l'erreur. Mon deuxième coup de baguette magique dans les entreprises, ce serait de mélanger les genres. OK? Puis la raison pour laquelle je te dis ça, c'est qu'on fonctionne souvent par silo. OK? Tel département est responsable de tel truc et tel truc et tel truc. Alors que si tu mets une problématique au centre et que tu met des gens variés, diversifiés, avec des points de vue différents autour, ta capacité à trouver une solution, là, elle est décuplée. Fait que c'est vraiment pour les entreprises et pour soi et pour comme société aussi. Moi, mes deux coups de baguette magique iraient là pour améliorer les choses. Bon, tu le sais que tu prêches à une convaincue, mais je veux rajouter là-dessus. Ouais. C'est vrai que quand il y a des enjeux, dans une organisation, on pourrait être dans une communauté ou une association de patin artistique, là, peu importe. Si tu ne pourras jamais arriver, je pense, à des options, à des visions créatives, même des visions justes de solutions, si tu essaies de trouver ou si tu confies ça à une ou deux personnes dans un coin. Fait que, moi, je pense que toute cette notion-là de dire que d'avoir le courage aussi, parce que dans une organisation, des fois, la vieille mentalité, c'est que c'est la direction qui est supposée de savoir. C'est le gestionnaire qui a la réponse. Donc, c'est là aussi que ça prend un espèce de deuil puis une humilité de dire, j'ai peut-être pas la meilleure, fait qu'on va se mettre ensemble puis on va comme
oser regarder qu'est-ce que les autres aussi peuvent amener à table. Tu sais. Ouais. Ça, c'est de partager le spotlight aussi. Oui, absolument. Regarde, c'est quand même assez fascinant dans les derniers mois. Tout ce qui a été, on pourrait faire là, un registre de tout ce qui a été modifié en quelques semaines. Ouais. Puis même, je dirais, chapeau, les entrepreneurs, il y a ça naturel, mais je dirais même chapeau à des fonctionnaires. Et imagine la lourdeur de tous les programmes qui ont été mis en place. Ouais. Modifié en temps réel aussi. Hein? Puis quand même, des millions de personnes qui ont reçu des chèques en peu de temps et tout ça, ça pourrait être tout un débat, mais quand même, on regarde combien en temps de crise, quand plus rien ne tient, ceux qui ont le goût que ça marche font en sorte que ça marche. Puis il y a des exemples phénoménaux dans tous les secteurs d'activité, de petites aux grandes entreprises jusqu'au secteur public, de choses qui se sont faites parce qu'on est parti, puis je peux imaginer, en tout cas chez nous, ça a été comme ça, on s'est ramassé une gang mélangée avec plein d'expertise, en Zoom, en se disant, voici le problème, comment on le résout. Et là, bam, c'était fascinant. T'sais. Tantôt, tu as dit quelque chose, puis je vais le ramener à l'aspect individuel, hein, parce que tu sais, ça se peut que je peux avoir un pouvoir d'influence, mais je peux aussi vouloir juste pour moi stimuler, arroser ma plante de créativité. Fait imagine que d'un point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu le dis, hein, puis moi je suis d'accord avec toi, qu'il y a une forme de satisfaction quand on se donne la permission d'aller là. C'est le fun, c'est agréable, ça nous ouvre, on a des belles surprises. Fait qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens qui ont le goût de faire des pas dans l'ouverture ou l'expression? Je pense que ce qu'il faut entraîner, c'est de prendre un chemin différent, d'être capable, puis ça peut être aussi simple que de prendre un chemin différent pour aller travailler, d'écouter un style de musique que tu n'écouterais jamais, d'aller voir un spectacle. Tu sais, moi, j'ai des enfants et je me suis mis à écouter du rap. Écoute, jamais que j'aurais écouté du rap. Il y a plein de trucs qui entrent dans ma vie, faire de la place à ça. Alors, tu sais, dans notre quotidien, si chacun de nous, on disait, écoute, une fois par mois, là, je fais un truc ou une fois par semaine, là, si tu peux, mais je fais un truc qui n'est pas dans mon chemin normal. Fait que sortir du chemin normal, se laisser surprendre, se laisser contaminer, s'ouvrir aux autres, c'est aussi simple que ça, finalement. Parce qu'après ça, quand tu es devant, ça te nourrit, et deux, ça te fait prendre confiance aussi. Je veux dire, tu vas faire un sport que tu n'as jamais fait, tu vas faire quelque chose. Tu sais, le cycle de « Oh non, je ne suis pas capable. Ah oui, je me lance. Aïe, aïe, j'ai peur. » Puis je l'ai faite, là. Ce petit cycle-là, là, si tu l'entraînes dans des choses toutes banales, à un moment donné, quand tu arrives devant des grands enjeux, mais tu es capable, tu as entraîné ça en toi. Oui, puis tu t'es peut-être fait des preuves de capacité. Parce que des fois, je pense que les gens ne te donnent pas la permission de peur du risque qui va avec. J'imagine que si tu prends des petits risques, puis tu vois ce que ça donne. Puis ça build up, tu sais, on regarde, moi j'ai des enfants qui sont grands maintenant, mais tu sais, quand ils sont petits, tu peux pas les protéger d'avoir peur, les protéger d'avoir des échecs, de perdre des amis, de se faire laisser, de perdre une job. Tu sais, ça va arriver à tout le monde. Mais ce que tu peux faire, c'est t'entraîner à dire « Ah, ben écoute, je suis passée par-dessus, tu sais. Ça m'est arrivé, j'ai eu peur, j'ai eu mal, et je l'ai fait, puis j'ai été satisfait. Après, tu sais, à un moment donné, c'est ce build-up-là. Là. Mais là, tu viens de dire une autre affaire. Je soulève un autre élément. C'est que je pense aussi que, bon, prendre des risques, s'exposer pour ouvrir nos points de vue, s'ouvrir à la différence. Mais dans ce que tu as dit, moi, j'entends un genre de sous-entendu que c'est aussi de temps en temps de s'arrêter puis de regarder. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça change? Clairement. Si tu fais pas ça, tu peux passer par-dessus quelque chose. Clairement. S'ouvrir aux autres, c'est laisser tomber le je et le soi. Oui. Puis, tu sais, on a les grands enjeux, puis écoute, tous les enjeux de diversité, récemment, là, avec les enjeux de la diversité. Donc, on parle depuis longtemps, là, mais... Écoute, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se campent, là, tu sais, t'as
puis là, on va pas dans les débats politiques, parce que je ne veux pas nommer le nom d'un homme que je déteste, mais qui se campe avec sa Bible. Tu sais, l'espèce de moi, je me campe, c'est mon affaire que j'essaie de crier plus fort que les autres. Ouais. La solution, elle est de lâcher prise, de s'ouvrir aux autres, puis d'écouter des points de vue. T'sais. Il y a Jeanne Ménès qui dit vous parliez d'apprendre à échouer, comment apprendre à mieux vivre, à mieux les vivre, ces échecs-là, puis s'en servir pour grandir. Mais je pense que c'est. En tout cas, moi j'ai le goût de dire à Jeanne que c'est ce que je viens de dire tantôt, c'est-à-dire la notion de même si j'essaye quelque chose, puis ça ne donne pas le résultat que j'aurais voulu, ou c'est peut-être pas la. Mais c'est de prendre le temps de voir qu'est-ce que ça a changé de faire le processus différent. C'est comme faire un petit débriefing, tu sais, une espèce de rétrospective avec soi-même après une tentative de faire quelque chose de neuf, peu importe l'issue. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à c'est sûr qu'il faut être indulgent envers soi-même. Il faut se permettre l'erreur. Hein? Puis là, j'ose dire, les filles, on a particulièrement de la misère avec ça. Écoute, moi, personnellement, quand j'ai un échec ou j'ai quelque chose qui m'a touché, qui m'a blessé, ben, à un moment donné, se donner le droit de dire, OK, ça n'a pas marché, non. Puis moi, je sais que je suis quelqu'un d'action, fait que je repars sur d'autres choses, tu sais. Mais il faut se donner le droit à l'erreur, puis il faut repartir positivement sur quelque chose d'autre. Moi, c'est ce que je fais personnellement sur... puis va prendre une marche et acheter l'itinéraire, tu vas voir. Ça te remet les affaires dans le bon. Ben, je sais pas, tu connais certainement le titre Julia Cameron là, qui a écrit un livre, Libérer votre créativité. C'est une auteure américaine, mais qui avait comme démarré une espèce de pratique, comme de coach, là, avant qu'on appelle ça des coachs, puis elle coachait des créatifs qui étaient comme en panne. Ouais. Dans sa technique de libérer votre créativité, c'est un livre vraiment intéressant d'ailleurs pour les rituels qu'elle propose. Elle propose la notion d'écrire. Puis moi, je pense que quand on vit un échec ou un succès, ou qu'on vit un moitié-moitié, on est mitigé, juste de documenter comment on se sentait, qu'est-ce que ça a permis, qu'est-ce que ça a changé. Puis ça permet aussi, je crois, de ne pas mettre juste en avant-plan les fois où on s'est planté. C'est qu'on peut avoir, mettons, aussi des traces des fois où ça a marché. Parce que, oui, puis je te dirais qu'est-ce que j'ai appris de ça. Tu sais, je réfléchis encore, mais moi, je sais que de me donner le droit à l'erreur, de pouvoir nommer ce que j'ai appris de cet échec-là, puis après ça, me dire, OK, what's next? Moi, c'est ma petite thérapie personnelle pour les échecs, parce qu'on en a tous, moi, la première. Ben, on revient à la notion de permission. De se donner la permission d'avoir essayé, puis que c'est pas à chaque fois qu'on essaye qu'on va faire un home run. Tu sais, ça se peut que des fois, ça soit parfait, puis des fois, ça ne l'est pas. Ouais. Mais je pense qu'on vit dans un monde, je veux dire, notre monde d'Amérique du Nord, performance, résultat, puis on veut tout le temps que les affaires aillent vite aussi. Tu sais, y a-t-il une notion de temps aussi? Y a-t-il une notion de laisser le temps de choses? C'est sûr, tu peux pas. Il faut que tu laisses le temps. Tu peux pas cuire un gâteau en 5 minutes. Là, faut que tu laisses le temps. Ça, c'est un autre. Puis je reviens à ce que Nathalie disait tantôt, comment amener les entreprises à faire les choses différemment. Effectivement, la notion de temps. Puis c'est comique parce que à la factory, au début, nos premières formations, c'est des formations de 6 jours. Hein? 6 jours, 3 fois 2 jours en leadership créatif. Le nombre de fois qu'on s'est fait dire « Ouais, mais là, peux-tu me faire la version de journée? Peux-tu réduire? Et on a toujours résisté à édulcorer la patente puis faire la version fast-food qu'on appelait. Puis ça faisait en sorte qu'il y a moins de monde qui était prêt à prendre 6 jours. Mais à la fin, tous les gens nous disaient comment ils étaient heureux d'avoir pris 6 jours. Tu sais. Puis les quelques fois où on s'est fait un peu coincer, le client, il a une demi-journée, il veut vraiment qu'on fasse une petite vite, là. On s'est jamais fait dire que c'était trop long. Dans les commentaires négatifs, les commentaires négatifs, on s'est toujours fait dire que c'était trop rapide, mais jamais que c'était trop long. Donc, prendre le temps, puis à un moment donné, ça prend du courage pour dire non, on va pas se donner 3 semaines pour tout modifier ça, on va se donner 3 mois pour le faire. Accorder du temps au processus, puis je pense que c'est vrai aussi, là, je reprends un exemple en organisation. Okay? On vit un enjeu. Là, toi et moi, on a une business, on a un enjeu. Là. Ouais. Tout le monde, là, on peut décider tout de suite de trouver la solution. On va être vite, check, on va trouver une solution. Mais on peut aussi dire, attends une minute,
Et si on prenait, bon, on peut pas le faire tout le temps, mais et si on prenait du temps avec quelqu'un, avec les équipes, puis essayer de voir s'il n'y a pas autre chose qui peut être fait? Je pense que j'ai perdu Marie. Je me suis... Bon, je prends une seconde pour lire le commentaire de François. François dit, même dans un milieu créatif comme la production vidéo, les enjeux clients, les enjeux stratégiques et politiques sont tels que souvent la créativité des individus peut être perçue comme disruptive envers les objectifs. En fait, ce que je comprends, c'est la notion que même si on en aurait besoin, ça vient déranger cette volonté-là de disruption. Là, Marie n'est plus là, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, François, puis c'est pas vrai que les milieux... J'avais disparu, je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est sûrement moi. J'ai voulu lire les live comments, puis j'ai probablement pesé sur la mauvaise affaire. Je suis en train de lire le commentaire de François, puis qui disait que même dans les milieux créatifs, il ne faut pas se leurrer. Des fois, même dans ces milieux-là, quand on arrive avec quelque chose qui est trop disruptif, ça dérange, ça braque les affaires. Fait que, tu sais, c'est pas parce qu'on travaille, mettons, dans la business d'agence de pub qu'on n'a rien à faire au niveau de la stimulation. Sais-tu, ce qui est drôle, c'est que dans les agences, souvent, il y a des gens dont le titre, c'est créatif. Alors, tu as comme les créatifs avec le grand C, eux ont le droit d'être créatifs. Puis, tu as les autres autour qui travaillent pour que la créativité émerge de ces gens-là. Et c'est le fun. Merci, François. Je pense que je touche pas au bouton. Parce que des fois, effectivement, il y a des solutions à des problèmes où il y a des belles idées qui vont venir des équipes autour, puis on est moins cadré comme ça dans les agences. Fait que le fait qu'on donne le droit, dans les agences, là, la créativité est omniprésente, mais il y a des gens à qui on donne le droit, puis des gens à qui on donne moins le droit. Puis ça, c'est peut-être quelque chose à changer aussi. Puis je rajouterais à ça, moi, que si on prend la peine de consulter, de faire venir du monde autour d'une table, puis d'essayer de voir comment on va le régler, notre problème, à la place de le régler juste nous deux, vite, ben après, il faut prendre le temps aussi de dire aux gens qu'est-ce qu'on a fait avec les solutions. Parce que, tu sais, comme François nous dit, les gens ils ont besoin aussi de sentir que ça sert à quelque chose, puis que puis c'est positif aussi pour moi de dire aux gens, ben, regardez, on a pris une demi-heure, on a regardé ça, voici ce qui est sorti, voici ce que ça a donné. Ça crée, je pense, l'apprentissage autour que ça vaut la peine de se donner la permission de co-créer. Oui, c'est hyper gratifiant, vraiment. On sait tous, là, vivre un projet en groupe où tu mélanges du monde, puis il y a un résultat autour, c'est hyper grisant pour tout le monde. Là. Alors, t'as-tu par hasard, là, j'ai comme le goût de trouver une façon de ramasser tout ça. On a parlé des conseils qu'on peut donner aux individus, on a parlé de ce qu'on peut faire en organisation. T'aurais-tu quelque chose à ajouter? T'as-tu des conseils, un livre à nous faire lire? Qu'est-ce qu'on dit de plus là, pour nourrir la plante créative des gens? En fait, c'est drôle, tu sais, on se jasait dans les derniers jours, puis tu me disais un peu de quoi tu voulais parler. Il y a une question, puis je me souviens plus comment tu l'avais formulée, mais tu me disais, si c'était pas la créativité qui mène le monde, qu'est-ce que ce serait? Puis j'ai aimé cette question-là, puis j'ai comme le goût d'embarquer là-dedans. Je sais pas si ça va répondre à ta question ou pas. Mais je pense qu'on est dû comme humain pour une grosse dose d'humilité. Et ça, je vais te donner un exemple. Tout le discours environnemental, on dit on sauve la planète. Hey, on se prend pour qui quand tu y penses? Hein? On n'est pas en train de sauver la planète. Dans 1000 ans, là, la planète elle va encore être là. C'est nous qui ne serons plus là. Alors, tu sais, je sais que je suis dans un autre territoire, mais oui à la créativité, mais je pense qu'on est vraiment rendu à une belle dose d'humilité, de dire il faut peut-être prendre un recul, il faut peut-être arrêter de penser que l'humain aurait pas. Il faut peut-être écouter pas juste les autres amis du bureau, mais écouter un peu la nature, la planète. On fait vraiment partie d'un écosystème complexe et on se prend pour la fin du monde, hein? On se prend pour Dieu un peu avec
tout ce qu'on fait. Là, je n'irai pas jusqu'à dire que la planète est en train de nous envoyer un message, là, mais il y a bien des messages qu'on n'écoute pas. Fait que créativité et humilité, il y a quelque chose de très puissant à mettre ça ensemble. Ben, moi, j'aime bien ça parce que je trouve que ça fait un lien avec ta citation de Ensemble, c'est tout, tu sais. On est des petits morceaux dans un gros écosystème, puis on gagne à se connecter ensemble, essayer de faire autrement, mais c'est vrai probablement que, en tout cas, on vient de vivre une période qui nous a donné un coup dans notre humilité, là. Je ne sais pas comment on l'a vécu, mais si on était capable de rester dans cette posture d'humilité-là, peut-être que ça nous aiderait à plus avoir la quête d'être super performant sur le coup, puis peut-être que ça nous aiderait à nous donner les permissions de créativité, je ne sais pas. Oui. Puis c'est vrai ce que tu dis, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui nous est arrivé? Le temps s'est un peu arrêté. Alors, on parlait tout à l'heure de prendre le temps, avoir le temps de prendre le recul. On a été forcé de casser les façons de faire, les processus, ce sur quoi tout le monde s'alignait il n'y a pas longtemps. Ça a cassé, fait qu'on est obligé. Puis, ceux qui ont la posture créative se sont tout de suite mis en mode « OK, qu'est-ce que je fais? What's next? » Fait que, tu sais, moi, je suis assez optimiste. Dans le fond, j'ai comme le goût qu'on se laisse sur quelque chose de très optimiste parce que moi, je pense qu'on a vraiment le contexte en ce moment pour faire les choses différemment. Puis, j'espère que les gens vont oser laisser aller, faire émerger la créativité. On l'a tous. Il y a tout quelque chose qui bouillonne en dedans, puis quelque chose où on sait, on a le goût de, là. Si tout le monde se donne ce droit-là, puis on n'a rien à perdre quasiment rendu là, de dire on le fait. Je pense qu'on a un beau timing dans notre vie d'humain pour changer, améliorer les choses si on fait moindre place à la créativité, avec un peu d'humilité aussi. Puis peut-être qu'une manière c'est aussi de se dire que la fameuse question à quoi on rêve, là, on a tous le droit d'initier une conversation dans nos communautés, dans nos groupes, dans nos équipes. Puis, tu sais, la créativité, c'est pas nécessairement des grandes révolutions, des fois, c'est des petits changements. Donc, j'ai le goût de vous encourager de prendre vos rêves, là, puis vos ambitions, puis vos aspirations, puis vos idées, là, puis d'aller faire un peu de rôle d'influence, puis juste les proposer, puis les discuter, puis de voir qu'est-ce qui peut arriver avec ça. Absolument. Fait qu'écoute, Marie, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous ce matin. Merci, Magali. C'était la première fois que je faisais un webinaire. Alors, je suis un peu stressée, mais tu m'as bien guidée. Merci beaucoup. Très heureuse. Puis merci à ceux qui ont participé. Alors, j'en profite pour rappeler que demain, en fait, dès tout de suite, vous allez pouvoir voir la rediffusion sur Facebook, mais il y a Claire Solinger qui nous écoute et qui nous fait une captation visuelle. Donc, le compte rendu visuel va être disponible demain. Et je remercie au passage Cathy Chaput, qui est notre spécialiste qui est à la technique, qui me permet de me concentrer sur l'invité et de ne pas avoir à jouer sur les boutons. Puis la semaine prochaine, je reçois Alexandre Berkes. Avec Alexandre, on va parler de... Lui, son rêve, c'est qu'on arrête de s'agiter et qu'on se donne du temps pour penser. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est une belle chronologie, tu sais, ça va avec la créativité, tout ça. Donc, n'oubliez pas, pour voir toutes les balados, toutes les conversations sont disponibles sur l'adresse qui est mentionnée ici, balado.magalieco.com. Puis, elles sont aussi toutes disponibles en audio, donc des balados audio Spotify, iTunes et puis Google. Donc, Marie, tu peux immortaliser et t'écouter dans tes oreilles, envoyer ça à ta mère. Fait que je vous remercie. Merci à tout le monde qui a participé dans les commentaires. J'apprécie toujours. Puis, bonne semaine et on se retrouve avec une autre conversation mercredi prochain. Non, la semaine prochaine, c'est la Saint-Jean, mercredi. Donc, la semaine prochaine, c'est mardi, exceptionnellement. Merci beaucoup, Magali. Merci à toi. Bye. Au revoir.